3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissière est avec nous, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur associé chez Vital Épargne et avec nous également en plateau, Eric Turgeman. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Ravi de vous retrouver tous les trois. Eric, vous êtes co-directeur de la gestion collective d'Ophi Invest Asset Management. Igor, vos commentaires sur ce début d'année, cette surperformance de l'Europe, est-ce qu'on est simplement dans un rattrapage, une normalisation, ou est-ce qu'on est déjà dans quelque chose d'un peu précipité peut-être ? Non, je crois que c'est assez cohérent avec ce qui se passe sur le terrain macroéconomique. En septembre, on est au pire des anticipations de récession. Et puis, au gré des mois qui se passent, on voit qu'il n'y a pas tout à fait le scénario de récession attendu. On frise les zéros, mais on n'est pas du tout dans une récession type classique avec le corollaire qui est le chômage, la baisse des marges, la chute des carnets de commandes. On est justement à l'inverse dans un scénario économique assez incroyable où les carnets de commandes sont au plus haut. Quand on fait le rapport commande sur chiffre d'affaires, on en est à 8 mois. Aux États-Unis, il y a évidemment énormément de problématiques de logistique, de chaînes qui sont perturbées. Et puis, on a toujours l'emploi qui est très bon, la rétention de main-d'œuvre. Et ça, c'est quand même pour les BPA et la consommation, puisqu'on est dans des économies de consommateurs, c'est clé. C'est-à-dire que quand on a du travail, quand on puise dans son épargne, puisque les Américains, eux, ont beaucoup puisé dans leur épargne, on maintient finalement la consommation et l'économie générale. Et puis finalement, on s'est aperçu aussi que, moi je pense que c'est un peu un satisfecit de la politique monétaire aujourd'hui. C'est que malgré tout ce qu'on a pu dire, la vitesse, la force, pour l'instant, c'est une réussite. Alors là où on aura peut-être une réponse un peu différente, c'est s'il y a un ralentissement très fort à la suite de cette politique monétaire. Mais moi, je trouve l'exercice qui était très périlleux, qui a été très bien mené. Même si au démarrage, si on nous avait mis ce scénario avec l'inflation, la hausse de taux, faut voir que le taux moyen pondéré d'intérêt du monde, si on prend une cinquantaine de pays, il est passé de 1 à 4%. C'est les taux d'intérêt, toutes classes d'actifs confondues. Donc ça veut dire que le choc, il est énorme. Et finalement, les économies résistent. Ils ont résisté à la crise énergétique, pour l'instant. Et moi, ce qui m'inquiétait, c'est un peu l'hiver, avec les perturbations éventuelles de coupure de courant. Parce que ça, en termes de sentiment, pour l'investisseur, ça aurait pu être négatif. Et on est aussi passé au-delà de ce risque. Donc, on commence l'année en ce jour de la commémoration de Martin Luther King. C'est « I have a dream », j'ai un rêve. Et le rêve, c'est que le marché il soit meilleur et qu'il soit dans la continuité. Pour l'instant, il l'est. Après, il y a effectivement, comme on disait tout à l'heure, les taux d'intérêt, est-ce que ça va se maintenir dans cette situation ? Et les BPA, il ne faut pas qu'ils soient revus trop en baisse sur l'année 2023. Sur la partie macro, là, est-ce qu'on a envie d'extrapoler effectivement la résilience des économies qu'on a pu observer, et notamment des économies européennes ? Même l'Allemagne échappe pour l'instant à la récession, à la contraction de son activité sur 1 ou 2 trimestres consécutifs. Ou est-ce qu'on est un peu, entre guillemets, dans l'œil du cyclone avec les effets notamment du choc monétaire qui connaissent un décalage et qui se verront à plein dans nos économies d'ici quelques mois maintenant. En clair, est-ce qu'il faut rayer le terme récession de notre vocable macroéconomique pour l'Europe pour 2023 ? Ou est-ce que c'est simplement partie remise d'une certaine manière ? Parce qu'il y a un sous-secteur qui est assez clé. Ça fait 9 mois que tous les économistes nous disent que la récession est inévitable le trimestre suivant. Oui, mais pas complètement, parce que le sous-secteur immobilier, on voit qu'il est très prégnant dans le patrimoine des individus. En France, il commence à vraiment souffrir, donc ça a des implications. L'autre sujet qui me paraît important, c'est en fait beaucoup d'entreprises finalement se sont préparées après le Covid, parce que le Covid a été un choc énorme, on a arrêté l'économie. Donc si vous voulez, après, ce qui est arrivé, même si c'est terrible avec la crise en Ukraine, la crise énergétique, beaucoup d'entreprises ont dit si on n'avait pas eu le Covid, on n'aurait pas été capable de s'ajuster, parce que le phénomène inflationniste, il avait commencé, le phénomène de pénurie de main-d'œuvre, de télétravail. Donc, on a des entreprises qui sont les agents économiques les mieux gérés, ceux qui sont tournés vers la création de valeur. Et ça, je le tire d'un entretien que j'ai eu avec une entreprise. J'ai dit, mais si on n'avait pas eu le Covid, on n'aurait pas su gérer ce qui nous arrive. Alors, ça reste un univers contraint,
plus coûteux en termes d'argent, mais c'est très bien que les taux montent parce que tout le monde, maintenant, va pouvoir vraiment savoir ce que c'est que la rentabilité d'un investissement, sans emprunter 100% de dette pour investir et avoir du 2, 3, 5, 6 et aller dans les dîners en ville en disant j'ai fait des super affaires. Mais ça, en ayant l'argent gratuit, je crois que beaucoup de gens peuvent faire des bonnes affaires. Non, mais ce point sur la capacité d'adaptation des organisations et des entreprises en premier lieu, il est central. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans la situation de 2007 quand on a des entreprises qui, depuis 3 ans, depuis la crise pandémique, gèrent 1 euro de cash ou de cash flow comme si c'était la fin du monde demain. Je veux dire, c'est quand même l'état d'esprit des managements depuis 3 ans. En 2008, en 2011 déjà. Oui, bien sûr. Les valeurs bancaires, le stock de fonds propres. Ouais. Je pense que les entreprises, c'est l'agent économique le plus agile et celui qui anticipe le plus et l'empilement des crises renforce encore cette résilience des entreprises d'une certaine manière. Tout à fait. C'est désormais le risque principal, le risque monétaire, le risque de surréaction des banques centrales ou d'un mauvais pilotage, d'une erreur de politique monétaire dans le sprint final d'une certaine manière, Igor ? Oui, une erreur dans le scénario d'inflation qui est aux États-Unis, si je ne me trompe pas, courant 2023, d'atteindre les 3, donc de revenir proche de la cible, puis l'Europe, ça sera un peu décalé. Sachant qu'en plus, on a des indices d'inflation qui évoluent de manière assez décoordonnée, puisqu'on a des mesures qui arrivent à échéance. Donc, nous, on va avoir, bizarrement, en France, de l'inflation plus maintenant qu'avant. Mais je pense que ces scénarios inflationnistes, il faut se souvenir que dans l'histoire, en général, les phases de hausse de taux, c'est une petite vingtaine de mois, 19 mois. Et puis qu'après, il y a des pauses, plutôt de 6-8 mois. Bon, là, on est allé beaucoup plus vite en un an et beaucoup plus fort. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller encore plus fort, encore plus vite ? Les banquiers centraux, ils sont probablement trompé sur la phase transitoire d'inflation, mais il y a aussi un choc exogène qui vient prolonger avec la crise énergétique et la guerre en Ukraine, ce que le Covid avait démarré, d'autant que le Covid, c'est quand même une expérience inédite d'arrêter l'économie mondiale. Donc, c'est pas pour leur gratifier quand même d'indulgence, parce que c'est quand même quelque chose aujourd'hui. Si on se retourne, on se d'autant que l'inflation des biens, qui était l'inflation Covid, est revenue à zéro. Enfin, je veux dire, on peut même mesurer une forme de déflation sur certains biens et produits aux États-Unis sur un an, sur la marque de décembre. Donc, ça a été un transitoire qui a duré plus longtemps que prévu, mais il y a quand même eu un phénomène transitoire de ce point de vue-là, pour leur donner crédit. Là, voilà, le scénario qui est en train de se dérouler est conforme à ce qu'ils anticipaient dans la conséquence de leur action monétaire. Est-ce que ça sera encore le cas si vous avez une forte dégradation de la situation géopolitique et de nouveau des prix du baril qui réaugmentent très fort? Le baril, c'est un impôt pour l'économie mondiale. Comme les taux d'intérêt, c'est aussi un impôt. Donc, c'est très récessif. Donc, ça, ils ne peuvent pas le prévoir. Et c'est pour ça que c'est pas une année rose en disant voilà, les multivalorisations sont au tapis. Ils sont au tapis sur certains secteurs. Il y a des extrêmes, particulièrement en Europe. C'est pour ça que je souscris bien à la thèse de concentrons-nous sur l'Europe et la Chine, parce qu'en Europe, il y a des extrêmes historiques, avec des secteurs comme le pétrole à 6 fois et puis le luxe 30 fois. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus médianisé, concentré, c'est plus cher, avec quand même une pondération très forte d'un secteur qui est en grande difficulté en termes de valorisation. Et puis la Chine, et emmenons les émergents avec elle, c'est une économie qui se réouvre, donc normalement ça attirera des flux. Donc c'est vrai que là, le scénario, en termes d'allocation, il permet de faire de la performance avec des actions et de nouveau un peu les taux d'intérêt parce qu'il y a du portage. Bien sûr. Et avec quand même, je souscris aussi à cette idée de l'activité monétaire et sur les taux d'intérêt. Je ne pense pas que l'année 2023 va être un long fleuve tranquille. Linéaire. Non, elle ne sera pas linéaire, mais long fleuve tranquille, c'est pas très important pour les marchés. Ce qu'ils n'aiment pas les marchés, c'est les à-coups. C'est vraiment c'est les chutes du Niagara, ça ils n'aiment pas. Mais un fleuve peut avoir du courant, parfois un peu être agité, ça donne des points d'entrée aussi pour les investisseurs. Sur la logique d'investissement patrimonial, Igor, et sur la partie action, est-ce qu'on a envie de faire des choix un peu marqués? Est-ce qu'on a envie de continuer de jouer le rattrapage value over growth, pour dire les choses? Est-ce qu'il faut faire attention à ces phénomènes quand on voit que la partie croissance quand même a pu atteindre des niveaux aussi qui peuvent justifier un regain d'intérêt à un certain stade? Je crois que c'est un peu moins clair aujourd'hui, value grosse, parce que ça l'était beaucoup à la phase de remontée de taux. Là, les valeurs value avaient accumulé depuis une décennie énormément de retard, donc tous les gérants value attendaient. Et là, on a vu vraiment l'impact. Là, aujourd'hui, on voit bien la différence de performance.
même si les taux sont un petit peu stables, et puis ils ont un peu baissé par rapport à leur pic, Total marche pas très bien, LVMH marche très bien. Et c'est un petit peu les deux animaux qu'on peut qualifier de value croissance dans notre marché français. Mais ce qui est très important, je pense, c'est le bénéfice par action. Je ne dirais pas quel que soit le niveau de valorisation, parce que ça serait une hérésie, surtout du monde de la gestion où je viens, mais je pense qu'il faut aller chercher des entreprises qui vont surprendre positivement, parce qu'elles vont démontrer au marché, à leurs investisseurs, qu'elles ont traversé ces crises, qu'elles sont capables de créer de la valeur, qu'elles ont retrouvé un rythme de cycle d'investissement. Et c'est finalement, à côté de la zone monétaire, c'est-à-dire des taux d'intérêt, c'est ce qui compte le plus pour un investisseur. C'est savoir si la société qui détient en portefeuille crée de la valeur. Alors, qu'elle soit payée 5 fois ou 6 fois comme Total ou 30 fois comme LVMH, sachant qu'en plus, il faut faire attention avec les valeurs qui sont effectivement chères ou technologiques, c'est que si elles ont un gros paquet de cash, la hausse des taux d'intérêt, c'est très favorable, parce que ça rémunère quelque chose qui dormait, qui n'était pas forcément très efficient. Donc, je pense que c'est moins... On a moins un distinguo à faire là entre les styles que dans la phase qu'on a connue de rebond et de hausse des taux d'intérêt sur les 12 derniers mois. Donc il y a vraiment quelque chose de spécifique. Enfin, on parle d'un marché de stock picker, mais il y a quelque chose. Enfin, chaque cas va être plus ou moins particulier. Les valeurs et tous les secteurs ont leur chance. On achète tout alors. Non, mais ils ont leur chance. C'est-à-dire qu'un manager, il a sa chance. C'est plus facile d'acheter l'automobile vu les prix et les cash flows. Ou les valeurs de luxe parce que les Chinois vont revoyager, parce que c'est assez binaire. Un investisseur action, il doit avoir des grandes tendances. Après, on rentre dans le détail, mais évidemment, ce qui compte et ce qui est le mieux valorisé, ça reste la croissance du chiffre d'affaires et du BPA. On pourra faire tout ce qu'on veut, mais on vient sur le marché action pour la création de valeur, et donc c'est du bénéfice par action. On vient aussi pour des dividendes, mais les dividendes, c'est du cash qui sort de la valeur des entreprises et des fonds propres. Mais il y a beaucoup d'argent. L'année dernière, sur le stock 600, je crois que c'était 400 milliards d'euros à peu près. De dividendes. Donc il y a aussi ça qui joue en rappel. Et puis s'il y a du cash dans les entreprises et qu'il n'était pas très bien rémunéré, il fallait aussi le rendre. Donc moi, je trouve que c'est un marché... Je suis positivement, raisonnablement positif, parce qu'il y a des choses à faire sur ces marchés. Voilà. Et c'est vrai qu'il y en a un peu pour tout le monde. Chacun dans son univers d'investissement, là où il est confortable, il y en a pour tout le monde. Souvent on dit c'est l'année du stock picking, mais c'est un peu la palissade. Mais il y a vraiment des bons managers, il y a des bonnes histoires, il y a des zones, on en a parlé, où il y a des dislocations de valorisation. C'est des marchés, moi je trouve, plus intéressants que les marchés de baisse des taux continue, avec qu'un secteur qui bouffe à peu près tout ce qu'il y a de performance sur cette planète. Donc je trouve ça plus intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Plus facile, non. Mais à la limite, notre métier, il est intéressant quand il est aussi difficile. Et le regain d'intérêt sur la partie monétaire et obligataire, crédit, oui, vous le constatez, c'est déjà réinstallé dans les portefeuilles des clients. C'est peut-être le socle même. De banques. C'est quand même beaucoup plus... C'est intéressant, parce que les produits bancaires vont devenir très concurrentiels pour des produits de la gestion d'actifs, par exemple. Et après, en fait, quand les taux montent, tout le monde réajuste son offre. C'est-à-dire que ce soit un compte rémunéré chez une banque, un produit structuré, une obligation de crédit, tout le monde vit dans la même cohérence monétaire. On a tous les mêmes taux d'intérêt. Donc, oui, l'échelle se déplace. L'échelle se déplace. Après, il y a des acteurs qui en profitent plus que d'autres, mais c'est très bien d'avoir cette hausse de taux et finalement sans récession majeure. Peut-être qu'il y en aura une technique, mais pour l'instant, on passe à travers quelque chose qui est d'ultra technique sur quelques secteurs. Pas la sévérité qu'on pouvait craindre en matière de retournement économique. On a connu deux de 2008 et 2011 qui sont les références. Très sévères et systémiques. Là, pour l'instant, on passe à travers, la récession technique, conjoncturelle et aussi structurelle. Après, il y a quand même des grands sujets long terme. Bien sûr, on ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Éric Turgeman, co-directeur de la gestion collective d'Ophi Invest Asset Management. Igor Demac, directeur associé chez Vital Épargne. Et Gilles Bazichir, président d'Equity GPS, étaient nos invités en plateau.